avant de partir au JT, nous évoquions la question des IVG, des avortements. On parlait de 300 000 en Côte d'Ivoire par an. C'est un chiffre qui faisait peur. Je reviens rapidement sur les causes. À votre avis, pourquoi on a un nombre si élevé d'avortements clandestins? Parce qu'il faut que je précise. Entre-temps, nous a rejoint sur le plateau docteur Bakayoko. Je vous cite parce que, comme on est dans le domaine de la médecine, certainement, si vous avez un avis, à tout moment, vous pourrez nous le donner. Pour l'instant, selon vous, Kevin? 300 000, pourquoi? Enfin, on a... les raisons d'IVG. Je ne sais pas, c'est clandestin parce que c'est interdit, c'est totalement prohibé par la loi. Donc c'est pour ça. Mais moi, en tout cas, si voilà, la question c'est de savoir, moi je suis pour les IVG en fait, parce que je pense que le chiffre il est assez criard. 300 000 avortements qui se font de façon opaque, c'est totalement dantesque. Et je pense qu'il faudrait légiférer, il faudrait cadrer, il faudrait encadrer la chose que de noyer le poisson comme on le fait, quoi. Je suis du même avis que lui parce que c'est pas parce qu'on criminalise les IVG que ça va s'arrêter, mais au contraire, ça rend plutôt en fait les IVG en fait encore plus dangereuses en fait dans la mesure où les gens vont aller s'adonner à des pratiques pas catholiques, prendre des produits prohibés pour juste faire passer une grossesse. Je pense, pour ma part, qu'il faut laisser en fait les femmes disposer de leur corps comme elles le sentent. C'est mon point sur la question. Maintenant, la criminalisation n'est pas une solution, sincèrement. Bon, alors déjà, il faut préciser que les IVG sont proscrites, donc interdites par la loi en Côte d'Ivoire, sauf pour les cas, dans les cas de viol, inceste après, et puis que le danger, voilà, un danger pour la mère soit... Par contre, Brice, si tu me permets, moi j'aimerais dire quand même, excusez-moi, hein, mais je trouve qu'on n'est pas sur le bon débat en fait. IVG, pour ou contre, je ne pense pas que ce soit ça vraiment le fond du problème. Qu'aujourd'hui on légalise ou qu'on interdise, ça ne va pas réduire pour autant le nombre d'IVG. Pour arriver à un IVG, il faut avoir une grossesse. Pour arriver à une grossesse, ça ne se fait pas par accident entre un compas et une équerre, non. Il y a des rapports sexuels. Il y a des rapports sexuels, ce sont des jeunes filles qui sont concernées, ce sont des femmes peut-être qui ont une planification de vie totalement différente et qui par accident se retrouvent avec des grossesses. Je veux dire, c'est tout un processus qui est mis en marche. Donc moi je pense qu'on ne devrait pas juste s'arrêter sur la question de l'IVG, on devrait traiter le problème à la source. En termes de sensibilisation, certains me diront, comme Kevin, tu m'as dit tout à l'heure, la sensibilisation se fait depuis des lustres, mais je veux dire, il faut trouver d'autres moyens plus efficaces de pouvoir empêcher déjà que ces grossesses ne viennent quand elles ne sont pas désirées en fait. Mais moi je parlais pas de réduction en fait. Moi je parle d'encadrer. Tu sais pourquoi? Parce que moi je me dis intrinsèquement qu'une femme qui va avorter de façon clandestine a beaucoup plus de risques qu'une femme qui le fait dans un cadre qui est totalement légal. On est tout à fait d'accord. On est tout à fait d'accord. Mais le problème, c'est qu'elle va avorter de façon clandestine, justement parce que c'est interdit et qu'elle ne peut pas se tourner vers des moyens légaux. C'est ça le problème. Ou sinon, ça coûte trop cher. Ou sinon, ça coûte trop cher. En fait, moi, je vais plus loin. Tu parlais de tomber enceinte, c'est pas entre un compas et l'équerre, mais souvent, on le sait tous, je pense qu'on a un médecin ici, les moyens de contraception qui sont à la portée des femmes souvent, malgré ça, il y en a qui tombent enceintes. Mais donc il faut pas faire de rapport sexuel. Ben, si on ne veut pas avoir d'enfants, il ne faut pas faire de rapport sexuel. Là, tu fais fort. Je ne veux pas un enfant. Non, c'est un baiser. Non, excusez-moi. Excusez-moi. Précisez votre pensée, A plus B. Moi, je pense qu'à un moment, les gens doivent être responsables de leurs actes. C'est A plus B. Je n'ai pas de préservatif. Je ne fais pas de rapport sexuel parce que j'ai un risque de tomber enceinte. Et les femmes qui mettent les stérilés, malgré les stérilés qu'elles ont pu mettre, qui tombent enceintes. Ça, c'est les cas. Non, ce n'est pas des cas, justement. On a un médecin qui est là. Mais Daouda, vous ne pouvez pas nous dire que aujourd'hui, les cas où des femmes ont mis des stérilés, elles sont tombées enceintes, ne sont pas des cas exceptionnels. C'est pas la règle. Moi, j'ai bien compris ce que tu dis, Rayana, mais moi, je suis un peu atterré par tes propos parce qu'on peut vouloir avoir des rapports sexuels et puis ne pas avoir envie d'avoir un enfant. Mais donc on se protège. On utilise des contraceptifs. Tu sais, l'expression action-réaction, c'est pas dans tout et c'est pas partout. On peut vouloir avoir des rapports sexuels parce que c'est un besoin naturel et puis ne pas vouloir tomber enceinte. Et tu sais, il y a même des femmes qui souhaitent tomber enceinte et qui 2 mois plus tard, après qu'elle ait prise la grossesse,
elles ont envie de se débiner. Bon, elles ont envie de rétropédaler. C'est un droit. Si on veut tomber dans les émotions de chaque femme, on ne va pas s'en sortir. Là, ce qui nous a outrés en l'occurrence, c'est ce chiffre. 300 000 avortements clandestins. Comment est-ce qu'on réduit ce chiffre? Comment est-ce qu'on réduit cette volonté même d'avortement? De quoi est-ce que ça naît? Comment est-ce qu'on peut contribuer à réduire ça? Mais pourquoi tu veux réduire la volonté d'avortement des femmes? Elles sont libres. Pourquoi tu veux réduire ça? Mais s'il vous plaît, vous n'allez pas... C'est son point de vue. Mais non, si, c'est le nôtre. Si, c'est le nôtre, en fait. On comprend. Allez-y, Manuela. Avant Élisée, pour terminer. Le propos par lequel commençait Rayana, c'est par là que je démarrais, que ce n'est pas une question de pour ou contre l'avortement. Il n'y a qu'à regarder l'exemple des États-Unis. L'avortement, l'interruption volontaire de grossesse, lorsqu'elle est interdite, dans plusieurs États américains aujourd'hui, c'est le jour. Qu'est-ce que ça a comme conséquence? Ça a la conséquence qu'on se tourne vers des moyens de se débarrasser de ces grossesses-là barbares, violentes, je les ai déjà décrits. Pour ce qui concerne les États-Unis, sur TikTok par exemple, il y a une vague de jeunes qui se sont mis à poster, je ne sais pas, ça a défrayé la chronique, des cocktails, j'appelle ça des cocktails Molotov, parce que c'est des produits chimiques, ce genre de choses. Donc voilà à quoi ça mène de ne pas rendre, en tout cas légaliser l'avortement. Voilà les dangers de ça en fait. Donc qu'est-ce qu'on fait de ces filles-là? Parce que qu'on légalise ou qu'on légalise pas, ces jeunes filles-là ou ces jeunes femmes-là ou ces vieilles femmes-là iront de toute façon faire enlever leur grossesse si elles n'ont pas envie de ces enfants-là. C'est comme la drogue. Les gens vont toujours se droguer. Donc on fait quoi de ces personnes-là? On les laisse se débrouiller tout seuls ou bien on légifère pour leur offrir Boubacar Sili, qui est président du Conseil national de l'Ordre des médecins de Côte d'Ivoire. Bonsoir docteur. Bonsoir. Bon, évidemment, là je suis obligé de vous introduire dans le sujet, sinon on n'aurait plus beaucoup de temps pour vous recevoir. Il est très passionnant, hein, il déclenche des points de vue et des passions. Docteur, le regard aujourd'hui du médecin sur cette situation, on parle de 300 000 IVG clandestins. Oui, bon, là, on parle d'un sujet qui est quand même assez sensible parce qu'il touche non seulement au social, mais il touche également au médical. Parce que lorsque vous parlez également des avortements, même les avortements thérapeutiques, il y a des conditions. Le cas que vous avez cité, lorsque la vie de la mère est en jeu, mais on ne se lève pas comme ça pour faire l'avortement thérapeutique. Il y a des conditions. Le médecin qui constate qu'il y a la vie de la mère en jeu doit faire contresigner par 2 autres médecins, dans les normes, hein, article 37 du Code de déontologie, par 2 autres médecins qui attestent qu'il faut faire un avortement thérapeutique à cette dame, sauf s'il est dans une localité où il est le seul. À ce moment, il signe sur l'honneur qu'il atteste que la dame doit recevoir un avortement thérapeutique. Sauf cas d'urgence extrême où la vie de la mère est... Et encore qu'il faut demander le consentement de cette mère pour quelque chose qui va sauver sa vie. Très bien. Voilà. Donc, déjà, pour l'avortement thérapeutique, voilà ce qui est dit. Maintenant, pour ne pas trop débattre sur le sujet, j'aimerais demander, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, l'accouchement est gratuit, partout. Est-ce que toutes les femmes vont accoucher à l'hôpital? Non. Malgré le fait qu'il soit gratuit? Non. Il y en a qui vont chez le dermatome, il y en a qui vont... Donc, ce que vous souhaitez je sais pas, c'est le fait que même si on arrivait à légaliser... Après, ça pose trop de questions après. Voilà, c'est ça. Après, est-ce que la culture de la personne, après, est-ce que les moyens qui sont à déployer lorsqu'elle va venir prenons que c'est légiféré, prenons que le Parlement bicaméral de Côte d'Ivoire a légiféré, a accepté l'avortement en Côte d'Ivoire. Quand elle arrive, le médecin qui doit faire l'avortement, à moins que ça change, qu'on ne mette plus ces dispositions où il faut contresigner par deux autres experts, qu'on lui dise tu dois aller chez un autre qui va valider ton avortement. Quand elle va voir tout ce processus, après on va venir dire c'est trop long. Donc on va toujours aller vers des moyens qui sont plus rapides. Donc moi, je ne tranche pas la question, mais je me demande, est-ce que c'est le fait uniquement que ce soit interdit qui fait que les gens vont se... Non, je pense voilà. Très bien. Donc, il faudrait qu'on regarde plus loin. Je prends votre avis hein, sur cette question-là et évoquer la raison de votre présence sur notre plateau, docteur. Vous êtes président du Conseil national de l'Ordre des médecins de Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on présente un tout petit peu l'ordre à nos téléspectateurs? Bon, alors, je vais commencer par ce que l'ordre n'est pas, pour qu'il soit plus facile de dire ce qu'il est. Voilà, l'ordre n'est pas un syndicat, l'ordre n'est pas une association. Déjà, si on sait cela, on va chercher à comprendre qu'est-ce que c'est que l'ordre. L'ordre est un organisme corporatif à qui l'État, de par la loi, donne le droit de permettre aux médecins, les seuls médecins habilités à exercer en Côte d'Ivoire, doivent être inscrits sur le tableau ordinal. C'est lorsque vous avez votre nom sur le tableau ordinal que vous pouvez exercer légalement.
Et la loi prise récemment en septembre 2021, donc la loi 2021-555 du 27 septembre 2021, dispose en ses articles 35 et 40 que, 1, pour l'article 35, nul ne peut exercer s'il n'est inscrit au tableau ordinal. On n'a pas dit 1, nul, donc c'est 0. Deuxièmement, la loi, dans son article 40, dit bien que l'inscription au tableau ordinal rend licite l'exercice sur le territoire national. Donc l'ordre a d'abord cette disposition-là de permettre aux médecins d'exercer légalement. C'est un organisme qui est indépendant, donc qui, normalement, pour le médecin, tire son indépendance de 3 groupes. D'abord, sa constitution, ses organes, qui est le Conseil national et les conseils régionaux, sont élus par les médecins eux-mêmes. Donc, les organes, il y a les conseils régionaux, après qui viennent à une convention nationale élective, qui élisent donc le président du conseil national. Il y a également l'indépendance de gestion. C'est l'ordre national qui fixe les cotisations de ses membres. Et ça aussi, c'est de par la loi. Fixant les cotisations de ses membres, donc l'ordre gère les biens et il y a 3 éléments de ressources, donc les cotisations, les dons et legs et il y a également la subvention de l'État. Très bien. Voilà. Monsieur le Président... Je voulais juste terminer par le 3e élément. J'en ai cité 2. Et il reste le 3e, c'est l'autonomie de décision. L'ordre a en son sein une juridiction qu'on appelle la juridiction disciplinaire ou la section disciplinaire qui juge de l'exercice professionnel, donc dont les décisions ne peuvent avoir de recours que devant le Conseil d'État lorsque vous êtes au niveau du Conseil national. Sinon, la première instance, c'est le Conseil régional. Vous allez en appel au niveau du Conseil national et vous allez en recours au niveau du Conseil d'État. Voilà. Alors, très rapidement, il y a quelques mois, des affaires impliquant des médecins ont agité, en tout cas, l'actualité, où la responsabilité des médecins était clairement mise en cause. Est-ce que l'ordre intervient en rapport avec les autorités pour ramener, comme on dit, sur le droit chemin, ceux de vos confrères qui sont impliqués? Quand c'est avéré. Voilà, quand c'est avéré, quand leur responsabilité est clairement établie. J'aimerais bien préciser les affaires. De quelles affaires sur des soins oui, voilà, c'est ça, la prise en charge de patients, etc. Bon, alors, il faut dire, lorsqu'il y a un souci sur la prise en charge des patients, il y a ce que l'État peut faire à travers le ministère de la Santé, qui est donc, ces inspecteurs vont passer, faire des enquêtes et autres. Ils peuvent juger nécessaire de saisir l'ordre. Et comme je vous ai cité les organes, d'abord, le premier organe qui peut saisir, c'est la première instance. Donc, ils saisissent le conseil régional qui, lorsqu'il finit de faire son enquête, juge nécessaire de poursuivre, parce qu'il ne faut pas aussi mettre le poids de tous les préjudices sur le médecin. Donc, convoque en section disciplinaire le médecin mis en cause qui, lui, peut se faire accompagner par un autre médecin ou par un avocat. Parce qu'il faut le dire, la section disciplinaire est présidée par un magistrat. Toutes les sections disciplinaires, que ce soit au niveau régional qu'au niveau national, elles sont présidées par un magistrat. Donc, il est jugé là. Et quand il est jugé, la sanction peut être un avertissement, un blâme, une interdiction temporaire ou définitive d'exercice, ou bien une radiation même du corps des médecins. Très bien. Voilà. Donc, en fait, la question que je voulais poser, c'était de savoir, est-ce qu'un citoyen lambda qui a vécu une situation à l'hôpital peut saisir l'ordre des médecins? Oui, aujourd'hui, avec la nouvelle loi, c'est possible. Vous allez saisir d'abord par... Et comment on saisit aussi? Voilà, vous saisissez soit par le biais des médecins, par le biais du procureur, par le biais du conseil régional lui-même, ou bien par le biais des inspections au niveau du ministère de la Santé. D'accord. Voilà. Maintenant, quand on sait aujourd'hui que souvent, dans les corporations, les médecins ont tendance à se protéger les uns les autres, un peu comme les policiers qui se protègent les uns les autres, comment est-ce que je fais, en fait, un citoyen, moi, citoyen de Broma Côté... C'est une interprétation, oui, spéculation. Oui, spéculation, mais on sait qui se protège.
Quand on sait qu'ils se protègent les uns les autres, comment je m'assure que ma plainte va arriver à bon port et pour que la justice me soit rendue? Parce que pour tous les cas, non, pour tous les cas que nous avons pu constater ici en Côte d'Ivoire, de la parturiente d'Abobo, de l'autre ville, c'est parce qu'à un moment donné, le ministère s'est saisi de l'affaire. Et il y a eu des cris de cœur des gens qui ont poussé le ministère à agir, en fait. Voilà. On a noté également, docteur, vous me contredirez si je me trompe, également que certains médecins ont été démis. Justement, c'est ce que je m'apprêtais à lui dire. Comment se fait-il qu'en se protégeant, certains médecins ont été radiés? Non, parce que l'État... Non, c'est même pas lié à ça. L'État n'avait même pas de regard sur ces cas dont je parle là. D'accord. Il s'agit de plaintes. Et je l'ai dit, vous avez quand même, pour pouvoir accuser le médecin, il faut d'abord prouver sa faute, il faut prouver le préjudice, il faut prouver le lien de causalité entre la faute et le préjudice. Alors, on ne va pas mettre sur le médecin le poids de tous les préjudices. Voilà. Il faudrait donc que vous dites qu'il y a eu une faute professionnelle. Nous allons analyser. Le fait est simple. Un médecin a posé un acte, on va demander à des médecins experts ou à tout autre médecin quelle aurait été votre réaction, votre action devant l'acte ou bien la situation présente devant laquelle le médecin était. C'est l'attitude du bon médecin, du bonus medicus, du bon médecin. Tout médecin aurait eu telle attitude et celui qui a posé l'acte, quelle a été lui son attitude. Quand on regarde que ce n'est pas pareil, on peut déjà déterminer qu'il y a un écart sur l'attitude à avoir. Maintenant, on regardera quel est le préjudice. Est-ce que le préjudice qui est causé est lié à la faute du médecin? S'il y a tout ça qui est déterminé, bon, alors on fait donc directement Manuela et ensuite Élisée. Le cas. Docteur Bakayoko, moi j'allais vous demander, vous avez été élu au mois d'août, après plusieurs années sans élection au sein du Conseil de l'Ordre des médecins. J'allais dire, quel est l'état des lieux, comment vous l'avez trouvé et quels sont vos enjeux aujourd'hui? Bon, l'état des lieux, je suis en train de... Est-ce que votre sourire en dit long? Je suis en train de découvrir parce que, bon, j'ai fait ma passation, ça fait à peine une semaine. La passation, c'est le 23 septembre. D'accord. Des querelles ont été évoquées. Est-ce que c'est le cas ou ça va bien aujourd'hui? C'est le passé. C'est le passé. Ça, c'est du passé, ça. Dieu merci. Les élections sont derrière nous, en train de regarder comment faire pour qu'aujourd'hui... Même chez les médecins, il y a des élections qui... Il y a toujours qui envoient des discussions. Bon, c'est dommage, mais bon, nous, on considère que c'est derrière. Il faut aller de l'avant. Notre vision, elle est claire. C'est de faire de notre ordre un ordre plus fort, un ordre innovant, un ordre qui soit l'interlocuteur incontournable des pouvoirs publics, qui soit très proche des médecins et à leur service dans l'intérêt des populations. Parce que tout ce que nous faisons, et c'est la loi qui le dit, c'est dans l'intérêt des populations, avoir une meilleure santé pour les populations. Élisée Boulougou. Ok. Moi, je voudrais déjà savoir, l'ordre des médecins est constitué de combien de membres? Ça, c'est déjà la première question. La seconde, il est souvent reproché aux médecins, notamment de privilégier, je dirais, les cliniques privées, où la prébande serait plus intéressante que les services publics, où parfois la file est longue et puis on n'a même pas de spécialistes, on n'a pas de médecins. Est-ce que ce constat, vous l'établissez comme... Aux médecins ou aux patients? J'ai pas entendu. Aux médecins ou aux patients? Je dis... Parce que des fils qui est long. Donc le fil des patients qui attendent les médecins qui souvent ne sont pas là parce qu'ils interviennent dans des cliniques où ils sont mieux rémunérés que dans les établissements publics. Est-ce que le constat, vous l'établissez? Est-ce que vous avez une solution par rapport à ça? D'accord, ok. Il y a 9458 médecins inscrits au tableau ordinal, à l'ordre plutôt. 9458. Pour une population, je crois, au récent recensement, 29 millions, 28 millions. Je donne toujours cet exemple en comparaison. Nous sommes en Côte d'Ivoire, nous avons 9500 médecins, on va dire grosso modo, pour à peu près 30 millions d'habitants. Nous avons en Tunisie, en Afrique du Nord, à peu près 15 millions d'habitants, nous avons 20 000 médecins. Wow. À titre de comparaison. Déjà, vous voyez, regardez aussi les standards de l'OMS. Il faut un médecin pour 10 000 habitants, nous, maximum 5 000 à 10 000 habitants. Nous sommes à un médecin pour au moins 20 000 à 30 000 habitants. Donc, les fils qui sont longs, déjà, vous avez votre image dessus. Deuxièmement, vous avez des structures qui se créent de pointe.
Et aujourd'hui aussi, le public est en train de mettre en place des établissements de meilleure qualité. Mais la locomotive en matière de structure de pointe, c'est d'abord, actuellement, c'est le privé. Vous avez des spécialités qui sont rarissimes. Ou bien, on demande à ces structures-là de se fermer, puisque le médecin doit rester dans le public. Ou bien alors, on trouve un moyen de faire en sorte que ces structures puissent avoir des spécialistes. Parce que c'est ce qui est dangereux, et ça, je tiens à le noter, vous allez me permettre de le dire. La directive de l'UEMOA sur la libre circulation dans l'espace UEMOA a été intégrée dans le droit interne. Aujourd'hui, tous les médecins ressortissants de l'espace UEMOA peuvent venir s'inscrire en Côte d'Ivoire. Nous luttons pour que nos frères spécialistes, qu'ils soient du public ou du privé, puissent avoir accès aux structures privées et vendre leur art. Mais lorsque on va pour dire qu'ils ne doivent pas aller dans le privé, la directive permettant qu'on aille chercher des gens de l'UEMOA, après, il ne faut pas qu'on m'invite sur le plateau pour dire qu'il n'y a que des étrangers dans le privé ou des gens de l'UEMOA dans le privé. Parce que c'est la conséquence immédiate. Il faut trouver la bonne solution. L'État, je crois, dans la réforme hospitalière, a permis maintenant que les médecins puissent avoir 2 après-midi dans le secteur privé. Les décrets et les arrêtés d'application sont en train d'être pris pour que cela se fasse. Bon, nous espérons que cela va se faire dans des conditions qui permettront et d'avoir les spécialistes dans le secteur public et d'avoir les spécialistes dans le secteur privé. Mais je ne suis pas tout à fait, pour le moment en tout cas, ça va certainement arriver, mais avec le nombre et les statistiques que je vous ai données, je ne suis pas tout à fait d'accord qu'on fasse cette séparation, puisqu'on n'a pas la possibilité de pouvoir la suivre. Très bien. Juste après la question de Rihanna, on va boucler l'entretien. D'accord. Alors, docteur Bakayoko, vous avez parlé tout à l'heure de l'autonomie de l'Ordre des médecins de Côte d'Ivoire. Je comprends très bien. Par contre, j'aimerais vous demander quelles sont vos relations avec l'État de Côte d'Ivoire. Parce qu'on est bien d'accord que l'Ordre à lui seul ne peut pas rendre plus efficient le système sanitaire. Quand on sait qu'on décrit parfois le matériel, l'environnement dans lequel travaillent ces médecins, etc. Quelles sont vos relations avec l'État de Côte d'Ivoire? Comment collaborez-vous? Bon, alors, comme je l'ai dit, moi je viens maintenant d'arriver. Mais j'ai déjà collaboré avec l'État de Côte d'Ivoire. Je pourrais vous dire par le passé, mais je vous dirai aussi ce que nous avons prévu faire avec l'État de Côte d'Ivoire. Il y a au niveau des politiques étatiques des plateformes qui associent les organisations professionnelles. Dans ces différentes plateformes d'échange, on invite les syndicats, on invite les ordres et les représentants de l'État. Là-dessus, on donne des avis sur comment est-ce qu'on peut collaborer. Comment est-ce qu'on peut améliorer les choses? Après, la mise en œuvre, ce n'est plus nous. Très bien. Après, la mise en œuvre, ce n'est plus nous. Alors, la dernière dernière question, docteur. Aujourd'hui, on va évoquer les perspectives de votre mandat à la tête de l'Ordre national des médecins de Côte d'Ivoire. Oui, on a, sur cette vision que je vous ai déclinée tout à l'heure, on a programmé 5 grands axes. Le premier étant donc le toilettage des thèses, en tout cas le management de l'institution ordinale. Le deuxième, donc, c'est l'accompagnement et l'aide aux médecins. Le troisième, la compétence et la qualité des soins. Le quatrième, donc, ce dont vous parliez tout à l'heure, le conseil au pouvoir public. Et le dernier étant la communication. La communication vis-à-vis des médecins, la communication vis-à-vis de la population pour pouvoir leur donner des informations utiles. Et puis la communication avec les autorités et tout le monde. Voilà. Très bien. En tout cas, à propos de communication, nous restons très ouverts. Toutes les fois que vous en aurez l'occasion, eh bien, vous pourrez passer nous voir sur ce plateau-là ou en d'autres émissions. C'est pas tombé dans les oreilles d'un sourd. C'est le cas. Merci beaucoup, docteur Bakayoko. Je rappelle que vous êtes président du Conseil national de l'Ordre des médecins de Côte d'Ivoire. Pour le grand temps que ce soit, nous avions